Merci Laurent. Voilà, donc les risques spatiaux. Bon, au départ, quand on m'a proposé de faire cette présentation, j'étais un peu gêné parce que je disais l'actuariat, nous, traditionnellement, on ne travaille pas trop avec des actuaires puisqu'on n'a pas la loi du grand nombre. Les risques spatiaux sont peu nombreux et on m'a dit c'est pas grave, c'est intéressant. Et ce que je vois avec la présentation d'avant et dans le marché de l'assurance, c'est que les risques spatiaux s'intègre beaucoup dans une problématique d'assurance globale, étant donné que le spatial, par la télécommunication, la géolocalisation qui façonne aujourd'hui notre quotidien, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant et qui peut être générateur de sinistres autre part. Et j'en reviens sur la loi des grands nombres et la technicité et le faible nombre de risques sur le marché. Pour en revenir sur mon parcours, j'ai fait des études scientifiques, à l'issue de quoi j'ai été embauché chez un constructeur de satellites, Telesat Linia Space, et ensuite chez un opérateur de satellites de télécommunication, Eutelsat. Et le rôle que j'ai eu là, c'était l'exploitation des satellites en tant qu'ingénieur d'exploitation. Et donc les anomalies en orbite qui peuvent arriver aux satellites, j'étais aux premières loges. Donc mon profil a séduit un assureur, Allianz, chez qui je travaille actuellement aujourd'hui. Et donc dans l'équipe, je suis souscripteur des risques spatiaux, mais j'ai aussi un profil technique par rapport à ma connaissance des systèmes spatiaux. Voilà, donc que je vais essayer un peu de vous partager aujourd'hui. Voilà, donc on va voir la généralité sur l'assurance spatiale au sein des spécialités. Évidemment, ça rentre dans les spécialités. Comprendre un peu l'espace pour comprendre le risque, quels sont les risques. Le contexte spécifique donc, de l'assurance spatiale, hein, ça, comme je l'ai un peu expliqué en introduction. Ce qui nous amène aux les risques associés à la technologie spatiale proprement dite. Après, on verra comment se déroule un peu la souscription, hein, un sujet plus assurantiel. Et spatial, un secteur en mouvement. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours se remettre à l'ordre du jour, parce que c'est un domaine où les techniques évoluent beaucoup. Et donc, ce qui fait l'intérêt du métier, un peu le piment du métier, je dirais. Alors, l'assurance spatiale, déjà, produit et structure. Alors, en majorité, ce qu'on retrouve, c'est une assurance corps hein, des engins spatiaux, que ce soit les satellites, qui, eux, rapportent du business, ou les fusées qui sont là pour les mettre en orbite. Donc, il y a deux grandes phases. Hein. Il va y avoir le lancement, l'assurance au niveau du lancement, qui en général va durer lancement plus un an hein, pour qu'on ait une durée de contrat appropriée. Et puis après, la vie en orbite. On verra plus tard qu'on n'est pas soumis tout à fait aux mêmes risques technologiques. Mais il peut aussi y avoir ce qu'on appelle du pre-launch. Hein, ce qui rentre dans le portefeuille de l'assurance spatiale, c'est à partir du moment où le satellite quitte l'endroit où il est fabriqué jusqu'à son site de lancement. Petite note, la responsabilité civile spatiale fait traditionnellement partie des portefeuilles aérospace. Pourquoi? Parce qu'en responsabilité civile, on a des limites beaucoup plus élevées qu'encore. Et donc, pour des questions de gestion de portefeuille, en général, c'est bouclé par le spatial. Mais j'ai terminé par rapport à la technicité qui reste la même à faire de la responsabilité civile. Alors évidemment, comme la plupart des assurances grand risque, hein, il y a une partie qui est cédée qui peut être cédée en réassurance. Pour faire un lien avec la présentation d'avant, certaines compagnies du secteur aérospatial ont aussi leur captive. Mais nous, les assureurs, on a nous-mêmes nos assurances qui peuvent être en quote-part, en excess of loss. On peut aussi céder des facultatives à nos concurrents, mais néanmoins collègues. Donc appréhender le domaine spatial, comme je vous disais, pourquoi le domaine spatial il est important, pourquoi il y a des intérêts assurables, parce que de plus en plus c'est dans notre quotidien et en fait
déjà, si on commence par l'observation, c'est un élément essentiel. On se rend compte qu'on a une possibilité de survol de la Terre en étant à des hautes altitudes. Les satellites d'observation, c'est entre 500 et 2000 km d'altitude, sur des orbites dites Low Earth Orbit ou High Heliosynchrone Earth Orbit. Ces orbites, elles sont généralement utilisées pour la cartographie, la météorologie ou des missions scientifiques et qui permettent d'envoyer au sol des photographies de tout type de données, images infrarouges, radars, mesures de champs magnétiques, etc. Sans parler évidemment de l'observation militaire. Après, ce qui reste nos cœurs de métier dans l'assurance, tout simplement parce que c'est là que les intérêts assurables sont les plus élevés, c'est la télécommunication avec le transfert de données, mais aussi la navigation. Et là, dans la navigation, avec notamment les approches des avions de ligne qui se font de plus en plus par GPS, localisation GPS, et non plus par un signal radiofréquence d'un ILS qui se situe sur la piste. On peut avoir aussi une implication très forte dans la sécurité, donc même des capacités satellitaires. Voilà, ça c'est toujours dans le but de comprendre l'intérêt des télécommunications. Donc il se trouve, ça c'est de la physique, de la mécanique du point même, finalement assez simple. Il se trouve qu'à 36 000 km d'altitude au-dessus de l'équateur, on obtient une orbite parfaitement circulaire. Et donc le satellite se retrouve fixe par rapport à la Terre. Donc on voit tout de suite l'intérêt, c'est que si on veut avoir une communication permanente sur une région, un satellite géostationnaire, il permet d'avoir une communication 24 heures sur 24 sur cette couverture terrestre. Voilà, en fait j'étais un peu vite je résumais aussi ce slide, on peut retransmettre un signal. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vous imaginez un point de la Terre où vous avez un faisceau très fin qui monte d'une antenne. Ce faisceau est reçu par le satellite. Et le satellite, lui, avec ses antennes, il va diffuser sur une large partie de la Terre. Vous pouvez imaginer le gain que ça représente par rapport à une multiplicité de réseaux terrestres qui iraient de portée optique à portée optique. Quand on a des montagnes, ne serait-ce que la rotondité de la Terre, ça peut faire un réseau de câblage très complexe, alors que là, un unique satellite permet d'arroser en fonction de sa puissance, bien sûr, toute une partie du globe. Donc on voit physiquement qu'en principe, 2 satellites disposés à 180 degrés permettent une couverture du globe. En réalité, c'est plus complexe parce qu'il y a des capacités, il faut aussi la puissance, donc 3 ou 4, c'est mieux. Là, par exemple, on a des satellites, des projets de Viasat, ils vont avoir 3 satellites qui vont quasiment couvrir tout le globe, parce que c'est des satellites qui sont maintenant ultra puissants avec les technologies modernes. Alors, qu'est-ce qu'une orbite? Ça fait encore partie de l'introduction physique, mathématique, qui fait que le domaine est passionnant, mais qui permet d'appréhender toujours le risque. Donc un satellite ne vole pas, il orbite autour de la Terre, il est soumis à l'attraction terrestre et il tombe perpétuellement vers la Terre, mais comme il a beaucoup de vitesse, la courbe de sa chute est égale à la rotondité de la Terre, du moins pour une orbite circulaire. Donc la force, on retrouve que la force centrifuge, pardon, il y a une erreur, la force centrifuge générée par sa vitesse est égale à la force centripète de l'attraction terrestre. Donc on se retrouve, bon, je ne vais pas aller trop loin dans la physique, mais on se retrouve sur un mouvement circulaire non accéléré dans sa partie radiale. Je trouve plus le terme exact. Et donc le satellite reste en place. En réalité, il y a toujours un peu des perturbations physiques dues à la non-rotondité de la Terre,
Mais une fois que l'énergie de la fusée a été transmise au satellite pour qu'il atteigne son orbite, il y a toujours quand même du carburant embarqué dans un satellite pour qu'il se maintienne à poste. Je suis dans le cadre du satellite géostationnaire, hein, dans l'exemple précis du satellite géostationnaire. Mais donc il faut quand même savoir, c'est pas négligeable, parce qu'un satellite classique avec une propulsion, je dirais chimique classique, c'est quand même les 2/3 de sa masse au décollage, hein, qui a du carburant, donc même si qui est représenté en carburant. Donc même si les perturbations sont faibles, pour avoir un satellite d'une durée de vie de 15 ans, il faut quand même beaucoup de masse de carburant. Voilà. Donc alors, cette courbe, elle est intéressante parce qu'on voit qu'elle est quand même relativement plate. Donc j'ai pris une courbe qui repartait de 2006, mais on voit qu'elle est relativement stable jusqu'à 2016. Et là, il y a quand même une explosion en 2020-2021. 2021, ça s'arrête à avril, mais si on prend d'avril 2021 jusqu'à maintenant, il y a 950 satellites de plus qui ont été envoyés. Donc, on voit cette augmentation très significative qui est majoritairement due à Elon Musk, dont vous avez tous entendu parler, et SpaceX, qui envoie sa constellation Starlink, qui est une constellation en orbite basse, mais qui a pour but principalement d'avoir un réseau Internet global sur toute la Terre. Et pour l'instant, il a lancé 2200 satellites. Et le plan initial, c'était d'en envoyer 12 000. Et là, comme M. Musk est toujours dans la surenchère, il dit que finalement, 30 000, ça serait mieux. Donc vous pouvez imaginer, hein, quand même, en orbite, on était habitué à voir autour de 1000 satellites qui orbitaient, et rien que lui, il veut en envoyer 30 000. Donc encore une fois, il mérite sa place de game changer. Mais bon, l'implication pour les assurances n'est pas forcément positive, puisque j'y reviendrai. Quand on a une multiplicité de satellites comme ça, ils ont leur propre redondance de système, et forcément, il y a peut-être beaucoup moins d'intérêt à les assurer. Mais ça, on peut revenir sur ça. Le marché de la prime de marché annuelle, elle est entre de 450 et 700 millions d'euros. Ça dépend du nombre de lancements qui vont avoir lieu dans l'année, bien évidemment, et des intérêts assurables. Et comme j'ai dit avec l'exemple de SpaceX, c'est pas forcément c'est pas parce qu'on a plus de satellites qu'on a plus d'intérêts assurables. Alors maintenant, l'aspect purement assurantiel, quel risque et contrat l'assurance spatiale couvre? En général, c'est la capacité opérationnelle du satellite, hein, qui est assurée. Donc la police couvre la destruction lors du lancement. Donc explosion de la fusée, injection sur une orbite incorrecte qui fait que le satellite ne peut pas être utilisé pour ce pourquoi il a été défini. Mais l'opérateur, il achète un satellite, mais il achète aussi le lancement. Donc dans la somme assurée, en fait, il y a aussi souvent le coût du lanceur qui est inclus. Alors les risques sont en général d'une durée d'1 an. Hein. Au-delà de ça, on peut considérer que c'est du LTA, Long Term Agreement. Donc ce qui change un peu les taux de prime, puisqu'il y a l'immobilisation du capital qui compte. Ces polices, elles contiennent des formules de perte dont les actuaires fans de formules mathématiques seraient, à mon avis, fans, en fonction de la durée de vie, du moment de l'impact, au moment de la durée de vie, etc. Mais ça reste des polyscores, hein, donc il faut un fait générateur. Et là encore, la technicité au sens ingénierie a toute son importance, parce que il faut savoir comprendre le sinistre par rapport aux rapports qui nous sont communiqués. Alors on trouve aussi dans le wording, hein, on trouve aussi des renonciations en recours envers les agences de lancement, les constructeurs, évidemment. Si on nous présente une anomalie, un défaut de conception, l'assurance spatiale ne va pas se retourner contre le constructeur, hein. Ça serait quelque part trop facile.
Il y a néanmoins des exclusions comme la faute intentionnelle, le risque de guerre, la responsabilité civile, qui fait partie de contrat à part si elle a lieu, le brouillage et le cyber, hein, qui sont deux choses différentes. Hein, le cyber, ce qui nous ramène à la présentation d'avant. Les clients, la plupart du temps, les clients sont les opérateurs hein, qui achètent un satellite et qui en sont ou les propriétaires. Mais ça peut être aussi des constructeurs de satellites. Si par exemple on a un nouvel opérateur sur le marché, bon, déjà ça va être un challenge technique de se lancer dans le monde du spatial et de la télécommunication. Donc en général, quand ils achètent un satellite, ils achètent aussi l'assurance auprès du constructeur. Et à ce moment-là, le courtier et l'assureur, parce que c'est un marché de courtage, vont négocier la couverture d'assurance avec le constructeur. Alors oui, pardon, il y a une répétition par rapport au slide précédent. Hein. C'est juste pour citer les grands opérateurs qui sont les principaux apporteurs de business. Hein. Il y a Eutelsat, entreprise pour laquelle j'ai travaillé, Intelsat et SES, pour citer trois grands opérateurs de satellites géostationnaires. Voilà, donc plus particulièrement la technicité, non, puisque j'ai dit qu'il était important de connaître la technique, de savoir à quoi on est exposé. Donc c'est quand même des techniques qui sont imposantes. Hein. On commence par la fusée. Si on prend l'exemple d'Ariane 5, bon, Ariane 5 en a plus pour longtemps, hein, comme vous devez le savoir, elle va être remplacée par la 6, mais ça a été quand même pendant plus de 25 ans le fer de lance européen de la mise en orbite de satellites commerciaux autant qu'étatiques, surtout commerciaux d'ailleurs. Et donc vous voyez, Ariane 5, le satellite fait, la fusée fait 53 mètres de hauteur, hein, un immeuble de 15 étages. Le poids, c'est 780 tonnes. On voit que c'est un vecteur d'énergie. Hein. Une fusée, c'est quasiment que du carburant qui va passer dans des turbopompes. C'est 780 tonnes, c'est 80 fois la masse que la fusée va mettre en orbite géostationnaire. Hein. Ça vous donne une idée de l'énergie qui est déployée par ces engins, qui est d'énergie dit de gros risques techniques. Je prends aussi l'exemple de la fusée Saturn V qui, elle, était destinée à aller sur la Lune. Bon, je ne pense pas qu'il y ait eu d'assurance à l'époque. Elle faisait 3000 tonnes, hein, donc plus de 3 fois une fusée Ariane 5. Et la fusée SLS, pour le retour des missions sur la Lune, ça sera du même ordre, 2 tonnes 6. Donc tout ça, ce gigantesque vecteur de mise en orbite permet d'atteindre, pour une orbite de transfert géostationnaire, hein, toujours le domaine que je connais le mieux, les orbites géostationnaires, on atteint quand même une vitesse de 9,4 mètres par seconde à 250 km quand le satellite va se séparer de la fusée. Donc ensuite, on voit les séquences. Hein, donc il y a plusieurs étages dans la fusée. D'abord, c'est les boosters à poudre qui se séparent. En plus, la coiffe, après la coiffe qui s'ouvre, qui protégeait le satellite, une fois que le satellite hors de l'atmosphère, etc., etc. Voilà. Donc, on en vient au risque. Hein. C'est un vecteur de mise en orbite, bien sûr, mais c'est évidemment un vecteur de risque. Donc là, on va voir quelques séquences qui sont intéressantes et qui montrent l'exposition donc qu'on peut avoir. Donc, hop. Comment je mets en plein écran? Alors, attendez. Hop. Tout à l'heure, j'ai réussi à mettre en plein écran. Voilà, comme ça. Excusez-moi, hein, du coup, il y a la pub YouTube. J'aurais voulu pouvoir passer l'annonce, hein, désolé, elle ne fait pas partie de ma présentation. Donc ici, on voit une base de lancement heureusement très dégagée. Bon, là, les flammes initialement, c'est normal, hein, c'est la mise en route du réacteur. Et puis là, on voit que déjà, on peut imaginer que quelque chose ne va pas très bien. Donc la fusée corrige sa trajectoire.
Mais là, on voit qu'elle ne va plus tout à fait vers l'espace. Et là, il y a des accélérations qui sont telles. Hein, une fusée, c'est des réservoirs, hein, donc ils ne sont pas solides, qu'elle va finir par se briser, bien heureusement. Et on peut voir l'impact au sol. Hein, c'est là qu'on se rend compte qu'une fusée, c'est essentiellement un gros réservoir. Donc, sur ça, je peux vous dire, c'est du domaine public. Ça, c'est une Proton au Kazakhstan. Hein. Qu'est-ce qui s'était passé? Ça peut paraître assez incroyable dans un domaine de haute technologie comme ça. Mais ce qui va calculer, ce qui va permettre de maintenir, entre autres, une fusée sur sa trajectoire, c'est des accéléromètres. Ces accéléromètres vont sentir les déviations de... Ces accéléromètres sentent les déviations de trajectoire. Et s'ils sentent qu'il y a une accélération à droite, ils vont corriger avec l'orientation des tuyères pour partir à gauche. Mais là, les accéléromètres étaient montés à l'envers, donc au lieu de corriger, ça amplifiait le mouvement. Ce qui est dommage pour la personne qui voulait mettre son satellite en orbite, et ce qui est aussi très dommage pour l'assureur, puisque, comme je vous ai dit, donc, le risque est présenté. Donc on voit bien effectivement que la fusée s'est écrasée. On se doute bien que le satellite n'est pas en orbite, qu'il ne va pas être utilisé. Mais une vidéo YouTube n'est pas une preuve. Hein. Donc on veut quand même qu'on nous dise qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui sert aussi, j'en reviens à l'actuariat et à la gestion des portefeuilles du risque, ce qui sert aussi à dire, bon, ben, cette fusée, elle a eu ce problème à ce moment donné, prochain vol, on va quand même poser des questions avant de proposer une couverture. Donc voilà, on a toujours une analyse qui nous est proposée, etc. Hop, j'avais une autre... J'avais d'autres vidéos, mais... Alors, les principaux risques en phase de vol sur le lanceur. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Un logiciel de vol, bon, ben, on peut avoir un mauvais paramétrage du logiciel de vol. Hein. Donc, pour l'attitude, je vous ai dit l'exemple, la vidéo précédente montrait un problème de correction d'attitude, mais il peut tout simplement y avoir sur l'analyse de mission, c'est déjà arrivé, des paramètres qui sont mal rentrés dans le logiciel, et la fusée, ben, elle fonctionne très bien. Mais par contre, elle ne va pas sur l'orbite qu'on avait espéré. Donc ça peut aller de la perte totale de la mission. Hein. L'énergie qui est nécessaire d'une orbite à une autre sont très différentes, mais il peut y avoir aussi une durée de vie fortement altérée du satellite, parce que le satellite, lui, va corriger. Si l'erreur est relativement mineure, le satellite va pouvoir corriger avec sa propulsion interne, mais ça va être au prix de sa durée de vie en orbite, bien entendu, hein, pour corriger pour vous donner une idée, pour corriger 1 degré d'inclinaison, hein, qui est le paramètre le plus consommateur d'énergie, ça va être 1 an de durée de vie du satellite. Hein. Donc, je ne sais pas si vous imaginez 1 degré sur votre orbite, si vous devez corriger ça avec la propulsion interne du satellite qui est beaucoup plus faible, hein, beaucoup moins puissante, ça va énormément... ça va être au détriment très très rapidement de la durée de vie du satellite. Et donc, on peut imaginer qu'un satellite qui devrait avoir 12 ans pour corriger... 12 ans de durée de vie pour corriger une mauvaise injection d'orbite, mais ça va être une perte totale, puisqu'il y a des points de perte réputée totale dans les polices d'assurance. Donc on peut aussi avoir des capteurs d'attitude défectueux, hein, c'était la vidéo d'avant, ou mauvaise interprétation par le logiciel de vol, etc., etc., ou au niveau du contrôle des tuyères, des vérins d'orientation des tuyères qui ne fonctionnent pas avec la précision voulue. Il peut y avoir une extinction prématurée d'un moteur. Tout ça, évidemment, je ne donne pas de nom, hein, mais ce sont des choses qui se sont vues. Un mauvais remplissage des réservoirs, ça c'est vu. Hein, erreur de remplissage des réservoirs. Hein. Donc on embarque du carburant et du comburant, vu qu'il n'y a pas d'oxygène pour brûler le carburant dans l'espace. Et il y a des volumes précis, on a déjà vu une inversion, le volume de carburant à la place du volume de comburant, etc. Donc forcément, ça ne donne pas la même autonomie. Voilà.
Donc, défaillance mécanique, on peut aussi avoir des explosions de réservoirs. Hein. Les réservoirs, ils sont en général sous plus de 70 bars de pression. Hein. La chambre de combustion, dans une toute petite chambre de combustion, là, vous voyez la chambre de combustion, c'est pas gros. Hein. Ça va être de la taille de ce pupitre à côté. Hein. Et dans la taille de ça, il y a quand même l'énergie de rames de TGV. Donc, on peut imaginer que tout peut arriver. Hein. Des ruptures, bon, c'est dimensionné pour. C'est en général très, très fiable. Mais il peut y avoir des ruptures à ce niveau-là, des turbopompes, etc. Bon, je ne rentre pas dans la technique effectivement en détail, hein, mais j'espère que ces slides vous permettront d'appréhender tout ce qu'il peut y avoir dans ces systèmes et qui sont analysés et à comprendre. Le satellite lui-même, alors quelque part c'est beaucoup plus complexe qu'une fusée qui est un gros réservoir qui envoie un énorme débit dans une tuyère. On a d'abord la OCS, Attitude and Orbit Control System. C'est l'avionique, hein, comme sur un avion. On a des capteurs pour le contrôle de l'attitude et pour la génération de l'orbite, de l'électronique du traitement du signal. On a un ordinateur de bord qui lui fait du traitement de données, qui analyse les paramètres de tous les sous-systèmes, mais aussi des commandes d'envoyer du sol. Puisqu'un satellite, bien qu'étant autonome, stable sur son orbite, on lui envoie quand même des commandes, ne serait-ce que pour commander la charge utile et les communications qu'on veut. Ensuite, il y a le système de télémétrie de commande qui est lui vraiment la chaîne de réception et d'envoi la chaîne de réception des commandes et d'envoi des télémesures. On a la propulsion évidemment avec des réservoirs de carburant, comburant ici aussi jusqu'aux tuyères. Les systèmes de puissance électrique, donc les panneaux solaires mais aussi des batteries pour quand le satellite est en éclipse de soleil. Tout le câblage, hein, si on peut imaginer que s'il y a des défectuosités dans le câblage, ça peut entraîner des problèmes critiques. Le contrôle thermique, qui est souvent très, très oublié, qui n'est pas très sexy, a priori, à un niveau ingénierie, mais qui est très important, puisqu'il refroidit tout le satellite. Hein. D'un côté, on va avoir 250 degrés quand on est face au soleil, moins 100 de l'autre. Donc, il y a des gradients de température très importants et il faut faire circuler toute cette chaleur pour avoir un système homogène en température. Et en fait, il y a les mécanismes qui sont pour très peu qui sont le domaine le moins technologique, mais comme on va le voir après, pas forcément les moins générateurs de panne, puisque les mécanismes ils vont permettre d'orienter les panneaux solaires face au soleil et surtout les antennes de télécommunication pour que le satellite remplisse sa mission. Donc, les premiers risques auxquels le satellite est soumis, c'est pendant la phase dite LEOP, Launch and Early Orbit Phase. Donc, le schéma à droite pour vous, oui, pour moi aussi d'ailleurs, le schéma à droite vous montre que le satellite, il est jamais ou très rarement injecté sur son orbite de travail par le lanceur. Pourquoi ? Parce que le lanceur, il atteint des vitesses colossales. C'est un cheval de trait, hein, c'est quelque chose de très puissant, et donc il faut des ajustements avec les moteurs fins du satellite pour arriver à l'orbite de travail complète. Donc qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Avant, on avait souvent, ça existe encore, hein, des moteurs d'apogée, donc c'est le schéma de gauche. Hein, le schéma de gauche, c'est un très vieux satellite des années 60, mais cette photo, cette vue, elle est très intéressante parce qu'elle montre bien un moteur d'apogée hein, en train de faire son travail, en train de fournir de la propulsion à son satellite. Ce moteur, après, il n'est plus utilisé à poste, et des tuyères beaucoup plus petites pour le maintien de poste. Mais ce qui arrive maintenant, c'est que ces deux systèmes sont combinés. Donc on a des thrusters, des tuyères dites électriques qui servent aussi à la mise à poste. Et comme elles sont de puissance plus faible, elles sont souvent sous des bras mécaniques déployables. Donc là encore, si le bras mécanique ne se déploie pas, hein, ce qu'on voit en bas du schéma du milieu, c'est un exemple, s'il ne se déploie pas, on ne peut plus utiliser les réacteurs. Et donc, la mise à poste risque de durer plus longtemps. Et si les deux ne se déploient pas, c'est une perte totale de la mission. Ce
qui est intéressant, c'est comme partout, hein, la technologie a rendu les satellites beaucoup plus fiables au fil du temps, certes, mais plus on ajoute de systèmes, plus il y a des chances de tomber en panne. Donc c'est un peu, il y a un peu des deux. Alors là, je vais vous montrer des vidéos volontairement de systèmes très complexes qui ne sont pas forcément ce qu'on voit toujours, hein, mais qui peuvent montrer un déploiement d'antenne, la technicité qu'il y a derrière. J'espère qu'il n'y aura pas de pub. Voilà. Alors là, c'est juste les panneaux solaires, mais vous voyez déjà, c'est assez compliqué, hein. Vous voyez, mouvement. Alors il y en a qui sont plus simples, hein, mais... voilà. Et puis après, la rotation des panneaux pour mettre face au soleil. Vous pouvez imaginer que tous les ressorts, les mécanismes et les moteurs qui rentrent en jeu là-dedans, s'ils ne fonctionnent pas bien, s'il y a un grippage, effectivement, il va y avoir de la perte de mission. Alors, c'est bien parce que ça montre la séparation du satellite avec le lanceur. Et là, cette espèce de gros tube, on ne le devine pas tout de suite, mais c'est une antenne. Vous allez voir. Alors, vous voyez tous ces bras mécaniques avec plusieurs degrés de liberté, hein. Alors, ça, c'est une mission très complexe, hein, d'un satellite scientifique. Vous voyez. Et là, voilà ce que c'est l'antenne. Vous pouvez voir, mais ça ressemble à un parapluie, hein. Comme moi, j'ai jamais réussi à ouvrir un parapluie plus de 3 fois avant qu'il y ait une baleine qui se casse. Et ben là, vous pouvez imaginer que s'il y a une de ces baleines qui est cassée ou grippée ou qui se prend dans la toile flexible du réflecteur, eh bien, c'est pas bon du tout. Voilà, cette vue d'artiste est pas mal du tout. Et là, donc, on a une vidéo de Harris, qui est un des fournisseurs principaux de ce genre d'antenne, et on voit toutes les antennes qu'on peut avoir, hein, complexes. Donc, vous voyez encore, non seulement il y a le déploiement de l'antenne, mais il y a une perche télescopique, hein, qui va envoyer l'antenne très loin du satellite pour... voilà, vous voyez les dimensions, hein, 18 mètres, hein, quand même, hein, ça peut aller jusqu'à 18 mètres. Je crois qu'il y en a eu de 22 de construits. Donc plus c'est grand, plus c'est complexe, et plus on fait attention avant de souscrire. Alors, bon, ça c'est volontairement un peu caricatural, hein, c'est pas la majorité des risques, hein. La majorité des risques pour les satellites géostationnaires, c'est des réflecteurs fixes, comme les paraboles que vous pouvez voir sur les toits. Simplement, pour entrer dans la fusée, il faut que ce soit replié, il faut que ça se déplie au moment où on arrive en orbite. Généralement, ça, il y a rarement eu de problème à ce niveau-là. Mais de plus en plus, il y a ce qu'on appelle des antennes actives, etc., avec des éléments actifs sur le réflecteur qui eux-mêmes produisent leur signal. Donc, voilà, c'est une technologie toujours en mouvement, hein. On va voir quelques exemples à la fin. Et c'est bien, en tant qu'assureur passionné de technologie, on reste à l'écoute. Comme j'imagine les actuaires sont toujours friands, un métier que je connais malheureusement peu, hein, de nouveaux data pour remplir leur base de données. Ben nous, on fait une veille technologique, et puis quand il y a un nouveau risque, il se doit d'être présenté aux assureurs, hein, puisque ça fait partie des polices où on dit que les informations de souscription ont été communiquées. Hop, alors non, ça relance la vidéo, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Tac. Alors, ce qu'il y a, on ne peut pas parler d'attritationnel, hein, mais il y a aussi, là j'ai présenté des risques qu'on pourrait qualifier de catastrophiques, mais ce qu'il peut y avoir, c'est des pertes de charge utile. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un satellite?
Il y a des tubes à ondes progressives, hein, à peu près le bon vieux tube cathodique qu'il y avait dans les anciennes télés. Et il y en a plusieurs, il y a une certaine redondance, donc ils sont importants pour amplifier le signal. Hein. Là, je vous ai mis toute la chaîne. Je sais pas si oui, on voit la souris à l'écran, donc on voit qu'il y a une station au sol qui envoie le schéma vers le satellite. Donc il y a toute une chaîne, mais ce qui nous intéresse, c'est cette partie. Et là-dedans, il va y avoir ce qu'on appelle des transpondeurs. S'ils tombent en panne, si le satellite est assuré pour 60 transpondeurs, qu'il en reste plus de 40, voilà, typiquement, on va payer un tiers de la valeur assurée. Alors, il y a les dangers extérieurs, hein, donc avec la multiplication des satellites, c'était quelque chose, je dirais, de presque annexe. Ça reste toujours très marginal pour les orbites géostationnaires, 36 000 km, qui est une orbite de travail bien en delà, bien au-dessus des satellites d'observation scientifique. Mais néanmoins, il y a de plus en plus de satellites. Voilà. Donc, on en est à 7000 qui ont été lancés, dont près de 2200 par Starlink. Hein, donc, ça veut dire encore 10 000 à venir. Seulement 4200 sont encore en fonctionnement. Les 2800 autres, alors c'est des chiffres approximatifs, hein, je ne sais pas si c'est 2800 ou 2913, hein, c'est difficile de répertorier tout ça, mais vous voyez l'ordre d'idée. Donc il y en a 4200 en fonctionnement, il y en a d'autres dont la trajectoire n'est plus contrôlée. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une anomalie, hein, un satellite d'observation en fin de vie. La régulation demande d'envoyer des pulses pour qu'il réintègre l'atmosphère où il va brûler sous 25 ans. Donc vous voyez, c'est pas très, la réglementation est plutôt pas très contraignante. Donc ça veut dire que sous 25 ans, ce satellite il va avoir une orbite qui va décroître, mais qui reste plus ou moins celle sur laquelle il travaillait. Et donc il peut y avoir d'autres personnes intéressées qui vont avoir des orbites toutes proches où ils vont mettre leurs satellites. Donc ça, c'est les orbites cimetières, mais certains sont des satellites zombies, c'est-à-dire qu'ils sont tombés en panne, ils n'ont même pas eu de manœuvre de fin de vie pour les mettre sur une orbite qui décroît. Donc ils vont rester sur une orbite de travail. Éventuellement, s'ils n'ont pas été passivés, ils ont toujours du carburant à bord, ce qui fait que s'ils sont soumis à eux-mêmes un débris, ils peuvent exploser et générer d'autres choses. On peut penser que dans l'immensité de l'espace, de toute façon, il y a énormément de place, c'est vrai, donc il n'y aura jamais de collision. Hein. On peut se dire c'est comme tirer un coup de fusil d'un bout à l'autre du désert et regarder la probabilité pour que les projectiles se rencontrent. Et cependant, c'est arrivé pour la première fois en février 2009. Hein. Le satellite Cosmos 2251 et le satellite Iridium 33 se sont percutés. Ils étaient répertoriés. L'opérateur a été averti, il a dit oui, ça passe large, et puis au final, ils se sont percutés. Donc, vous pouvez voir ce que ça a donné. Hein. La première image, c'est une heure après. On voit donc les traits pleins sont les trajectoires respectives des satellites, hein, en bleu Iridium, en jaune Cosmos. Et on voit après l'impact, la répartition des débris, et quelques jours après, le nuage de débris que ça donne. Alors, un autre exemple dont on pourrait parler longtemps et qui serait plus du domaine de la présentation géopolitique qu'il va y avoir après, c'est la destruction volontaire de Cosmos 1408. Alors, Cosmos, c'est les satellites militaires russes que les Russes ont décidé de détruire avec un de leurs missiles. J'ai mis septembre, mais je crois que c'est novembre. Hein, novembre 2021, excusez-moi pour l'erreur. Donc la question se pose, c'était certainement une démonstration de force du régime russe. Ils avaient déjà certainement des idées derrière la tête, hein, puisque maintenant la guerre, c'est aussi une guerre de la communication. Et ce qui interpelle, ce qui moi m'a interpellé, c'est que des satellites espions désactivés, les Russes, ils en ont des dizaines et des dizaines. Les ont choisi un satellite particulièrement lourd, donc particulièrement massif, pardon, c'est plus le mot, donc susceptible de générer beaucoup de débris.
et qui se trouvait quand même sur des orbites très très proches de la constellation Starlink. Donc, bon, on interprète ce qu'on voudra, mais pourquoi avoir choisi ce satellite et pas un autre? Il y en avait plein d'autres qui étaient loin d'orbite de travail de satellites de communication occidentaux. Après, alors, un débris, vous allez me dire, un débris, bon, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait un petit trou? Ben non, pas forcément, parce qu'un boulon lancé dans l'espace sur son orbite, s'il reçoit une orbite adjacente, j'ai pas fait le calcul, je me rappelle plus en fonction de la vitesse, mais un boulon de 10 grammes, il peut facilement avoir, s'il est sur une orbite perpendiculaire, il va quasiment avoir l'énergie d'une automobile d'une tonne lancée à 100 km/h. Donc vous voyez l'énergie d'une automobile d'une tonne lancée à 100 km/h dans un boulon gros comme ça. À l'entrée, ça fait un petit trou. À la sortie, ça fait un trou béant. J'aime bien la petite illustration là à côté. Et un autre exemple, donc antérieur à la percussion de Cosmos et d'Iridium, en 1996, le CNES a perdu un satellite. Ils se sont rendus compte, en regardant les trajectoires, qu'il avait certainement, très certainement, été percuté par un morceau de 3e étage d'Ariane 1, puisque les fusées, le premier étage, ils retombent sur Terre, mais les étages supérieurs, eux, ils vont rester en orbite aussi pour de longues années. Hein. Si rien n'est fait, c'est plusieurs centaines d'années. Hein, si rien n'est fait pour dégrader l'orbite de l'objet. Alors, le danger qu'on a, c'est connu sous le nom de syndrome de Kessler. Un seul débris va percuter un satellite qui, lui, va générer des centaines de débris. Ces centaines de débris vont à leur tour eux-mêmes générer des centaines de débris. Et on peut arriver... La possibilité d'un blackout permanent de l'espace, parce que toutes les orbites de travail sont polluées par des débris, c'est pas de la science-fiction, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Surtout si on a une militarisation de l'espace et que les pays qui ont la capacité d'envoyer des missiles sur les satellites ennemis, hein, puisque son propre satellite, c'est une démonstration de force, mais le but, c'est de dézinguer le satellite de l'ennemi. Si tout le monde s'amuse à faire ça, de toute façon, plus personne n'aura d'accès à l'espace. Alors, les risques, donc, ça reste quand même marginal, mais il faut y penser. Hein. Ensuite, je reviens à des risques que je connais moins bien, hein, mais qui sont moins fréquents sur le marché. Le risque de transport. Alors là, vous voyez un conteneur de satellite sur un camion. Hein, le satellite va quitter l'entreprise du constructeur pour aller dans un avion, un Antonov. En ce moment, il n'y en a plus. Donc c'est plus souvent par voie maritime. Et ces conteneurs, le satellite c'est fragile, hein, donc l'hygrométrie, la température, etc. sont surveillés en permanence pour que le satellite soit dans de bonnes conditions. Après, il y a le risque de transport, il y a l'amarrage dans l'avion, il y a le vol de l'avion. Là, sur une barge, ce que vous voyez, c'est un élément de fusée. Hein. Les fusées Ariane, quand elles vont quitter les Mureaux sur la Seine, elles les quittent sur une péniche jusqu'à arriver à Kourou, le site de lancement. Donc l'aspect souscription, maintenant, comment travaille une équipe espace donc on a des systèmes à forte valeur ajoutée, hein, on peut avoir jusqu'à 450 millions d'euros de sommation au lancement, donc on a besoin de dispositifs de co- et réassurance. Le nombre relativement restreint de risques, on n'a pas de mode classique d'actuariat. Donc ça c'était le fil conducteur de ma présentation. Hein. Il est nécessaire de bien connaître les technologies et les risques associés. Les cotations peuvent être complexes. Donc en général, il y a un souscripteur qui se penche sur le dossier technique, les polices, etc. et qui détermine l'appétit pour le risque. Et il va y avoir en général un comité de souscription, au moins un FOREIS, un autre collègue qui regarde. Et puis il y a ce jeu de négociation entre l'assureur, le courtier, le souscripteur.
etc. Oui, c'est pas trop présent dans mes slides, mais évidemment, c'est un marché de courtage. Notre interlocuteur, c'est bien plus souvent le courtier que le client direct. Alors, toutes les informations techniques dont je vous parle, ben, il faut les obtenir. Hein. Donc, il faut les obtenir, les rassembler, les digérer, évaluer le risque. Voilà, aussi évaluer le client, hein, l'exposition client. Est-ce qu'il a de l'expérience dans le spatial? Qu'est-ce qu'il va faire de son satellite? C'est quand même important. On a de plus en plus des problèmes de réputation, blanchiment d'argent sale, sanctions. Alors, je dis pas qu'il y a... Nous, en général, on a des entreprises aérospatiales qui sont pas sujettes à ça, mais il faut le faire quand même. Donc, le métier change de ce point de vue-là. On regarde aussi le taux de sinistralité, évidemment, du client. S'il y a un sinistre en cours de négociation et qu'il y a un renouvellement de la couverture, effectivement, ça a son poids dans la négociation. Bon, ça, c'est de la technique de souscription qui est inhérente au métier de l'assurance. Alors donc, bon, tous les assureurs vont remplir un dossier pour connaître son client, son modèle de risque. Éventuellement, s'il y a une flotte de satellites très complexe, on va voir des modèles de probabilité en plus des informations techniques proprement dites, des modèles assez simples. Hein, ça peut être des lois de Monte-Carlo, etc. Bon. Voilà, sans évidemment oublier tous les assureurs ont leur guide de souscription. Il faut que le risque s'intègre dans les guidelines de l'entreprise. Alors après, on a le dimensionnement, hein, la ligne, le taux, à quel taux on en veut, les exclusions, les franchises, puisqu'on peut éventuellement couvrir à exclusion 2 parce qu'il y a une panne dans l'exercice précédent. Donc ceci en fonction de l'appétit, de l'équilibre, la répartition du portefeuille, éviter les pics d'exposition malgré les sommes assurées qui sont très différentes d'un satellite à l'autre. Voilà. La somme assurée totale peut aussi faire entre beaucoup en cause parce que vous pouvez imaginer que les négociations ne vont pas être les mêmes si la somme assurée est facile à trouver sur le marché ou si on approche de la capacité du marché. Donc, en parallèle, donc il y a des allers-retours avec le courtier. Hein, on fait une offre initiale, il y a des négociations, etc. Surtout s'il y a des exclusions, des termes de la police qui sont négociables. Donc, la plus-value du souscripteur se trouve dans le fait d'être proactif éventuellement pour proposer des solutions alternatives quand on a un risque qui est jugé plus risqué. Donc, ça peut être avec des clients qui sont par ailleurs apporteurs de bons risques. Donc, dans ces cas-là, évidemment, on va négocier, voir comment on peut au mieux satisfaire les besoins de nos clients tout en restant dans notre appétit de souscription. Donc, c'est assez dynamique. Hein. De la première réunion d'information jusqu'au binding du contrat, il va y avoir une quantité d'allers-retours de discussion. Voilà, après, il y a une interprétation de l'analyse aussi. Hein. Bon, ça, c'est plus fin au-delà de ce qu'il y a dans les informations. Est-ce qu'elles sont fournies par le client, par le constructeur? Est-ce que c'est un nouveau risque? Est-ce qu'on a été approché les années précédentes? Des fois, on voit un risque. Bon, c'est le métier des courtiers. Hein. On voit un risque pour lequel on n'avait pas été sollicité. Et on se rend compte que le risque est fortement dégradé. Donc, on peut penser que certains autres assurants n'ont pas voulu du risque. Donc, est-ce que c'est opportun pour nous de rentrer sur risque, etc. Bon, ça, c'est encore de la gestion de portefeuille. Toujours penser à notre cœur de métier. Hein. Quel est notre cœur de métier? Quel est notre appétit? Oui, voilà, on peut éventuellement trouver même sur des sites web des informations manquantes. Voilà, surtout sur les nouveaux entrants dans le marché. Hein. Des fois, on peut trouver, c'est évidemment rare. Hein. En général, on a des gens dont le corps de métier, c'est la télécommunication, mais on peut trouver
des sommes assurées qui ne sont pas tellement en lien avec la capacité du satellite. Donc, dans ce cas, bon, ben, on va modérer notre ligne par rapport à la part de marché qu'on a habituellement. Voilà, il faut aussi être sûr de la santé de l'activité. Et évidemment, tout ça est dynamique, comme ce sont des polices la plupart du temps renouvelables annuellement. Ben, on regarde ce qui a été fait les années précédentes. On voit si on peut trouver, si on peut trouver s'il y avait eu un point bloquant, si on peut le contourner par rapport à toujours au changement de wording, etc. Voilà, bon, ben ça c'est toujours pareil. Après, il y a les informations globales, hein. Un lanceur, quel est le taux de fiabilité? Vous imaginez que côté une Ariane 5, qui a été pendant très longtemps le lanceur le plus fiable, ou d'autres lanceurs occidentaux du même type, c'est pas du tout pareil que de côté une Proton russe ou un lanceur indien, qui sont par ailleurs des très belles technologies, hein, mais le taux de fiabilité qu'on peut trouver sur des modèles de calcul, des sites web spécialisés sont quand même très très différents. Où on sait nous-mêmes notre idée en tant que de souscripteurs. Il y a aussi le nombre de vols, hein, entre une Ariane qui a volé 160 fois et un lanceur qui en a son 5e vol. C'est pas du tout pareil pour l'appréciation du risque, hein. Même si les 5 vols sont déroulés de façon nominale, bon, l'expérience joue. On a déjà peu d'intérêt assurable. Bon, ben, on s'intéresse pas seulement au risque qui nous est présenté, mais au risque similaire précédent. Ce qui est important pour le satellite, deux points clés, c'est le budget de puissance et le budget de carburant. Si vous avez par exemple un satellite de puissance pour la charge utile de 10 kW et que la charge utile est utilisée totalement et qu'elle représente 9,5 kW, vous pouvez imaginer que la moindre dégradation de puissance sur un panneau solaire va entraîner un sinistre par rapport à un satellite de même puissance qui lui va avoir une puissance surdimensionnée. Et ça aussi, on voit aussi la technicité, j'en reviens au client, hein, du client des grandes entreprises comme Eutelsat. Bon, c'est là-bas que j'ai travaillé, donc forcément, j'y suis sensible. On va toujours avoir à cœur à avoir de la marge, même si ça coûte, parce que ce qui coûte cher dans un lancement, c'est le poids à envoyer en orbite. Bon, on préfère avoir de la marge, de puissance comme de carburant. Satellites, on va avoir des satellites de durée de vie de 15 ans qui sont très lourds et l'estimé du carburant à bord, c'est 16. D'autres, pour des missions de 15 ans, ça va être plutôt 20. Donc ça aussi, ça change l'appétit au risque, évidemment. Donc désolé pour le schéma à droite qui est un peu flou, hein, mais ça reprend les sous-systèmes. Hein, donc les sous-systèmes que j'avais présentés en slide 10, je crois. Là, ils sont répétés ici. Et c'est tous ces sous-systèmes qu'on analyse par rapport à leur dimensionnement et l'héritage technologique. Voilà, la police, bon, pour revenir à un aspect vraiment assurantiel, on a des clauses standards, hein, du marché satellite. On regarde s'il n'y a pas des changements, ça aussi, hein, il peut y avoir des changements dans la technique du satellite, dans la santé du satellite, mais il peut y avoir des changements dans la police qui changent totalement l'exposition qu'on a. Donc ça fait partie du jeu, c'est à nous de vérifier. Prise d'effet du risque, bon, en général c'est l'allumage du lanceur, hein, pour une police de lancement. Les marges contractuelles, puissance et fuel, on l'a déjà vu. La formule de perte qui est très complexe et qu'il faut comprendre, puisque des fois on n'a pas des formules linéaires, hein. Des fois on ne va rien perdre pour les quelques premières pertes, et puis à partir d'un certain seuil de perte, ça s'envole et on va avoir des taux de perte réputée totale qui vont être plus ou moins bas. On a aussi des clauses de sauvetage qui disent, bon ben, si on paye pour une capacité du satellite, mais que finalement l'opérateur trouve le moyen d'exploiter le satellite commercialement, on va à ce moment-là avoir du sauvetage qui correspond à un pourcentage assez faible, mais un pourcentage quand même du sinistre qu'on a payé. Voilà, ben je voulais terminer par voir si je vous ai pas trop endormi avec, excusez-moi, c'est la passion, je peux être très volubile, sur un exemple d'exercice. Voilà, alors, ces exemples sont caricaturaux, hein, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe. Mais voilà, donc on a un lancement qui s'est bien passé. Donc sur les 15 ans de durée de vie, après la police lancement plus un an, il reste 14 ans.
Les rapports d'IoT, les tests en orbite, quand le satellite a été testé, montrent que tous les sous-systèmes ont les performances requises, toutes les redondances sont disponibles. Mais sur la charge utile, c'est-à-dire la communication, on a également d'excellents résultats, hein. Toutes les redondances sont disponibles, mais sur les 21 transpondeurs assurés, il y en avait 24 de disponibles, donc on peut voir 3 redondances. Et il y a 2 transpondeurs qui ont été perdus simultanément, parce qu'ils avaient la même alimentation. Qu'est-ce que le constructeur nous dit qu'il est confiant, que c'est un point de panne? C'est toujours ce qu'on a, hein, quoi. On ne nous dit jamais attention, ça va être catastrophique. On nous dit toujours bon bah on a eu cette panne, elle est comprise et ça se reproduira jamais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un veut faire son analyse de ce satellite A? Alors je sais que c'est un peu comme ça, c'est un peu violent tout de suite. Bon, ce que je voulais dire dans le troisième point, c'est qu'on voit qu'il y avait 3 redondances. On a déjà perdu 2 transpondeurs. Donc il n'y en a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un transpondeur de marge. Mais ce qui est important de voir, qui est un peu sioux, c'est que sur une alimentation électrique, il y avait 2 transpondeurs. Donc si une alimentation électrique claque, on peut perdre 2 transpondeurs. Ce qui veut dire qu'en fait, on a une redondance apparente d'un transpondeur, mais si on a une autre perte électrique, on va en perdre 2. Donc ça peut être le genre de cas où on dit, bon ben on couvre très bien, mais on veut une marge de un transpondeur de plus. On sait que vous assurez 21 transpondeurs, mais si vous en avez plus que 20, mais nous on va assurer 20 en fait. Donc ça passe ou ça passe pas, ça dépend de la réactivité des co-assureurs, ça dépend du marché, de l'appétit, etc. Mais il faut être vigilant, ces trucs comme ça, où apparemment c'est une panne unique. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est passer son tour une année, si on n'est pas confiant avec le risque. Et l'année d'après, si effectivement il n'y a pas eu d'autres symptômes, on peut dire effectivement c'est un cas isolé, donc on revient sur l'assurance. Satellite B, pareil, hein, je prends la configuration il y a eu un lancement, tout s'est bien passé. Enfin, il y a 14 ans à la date du renouvellement. Voilà, on a eu un problème lanceur. Il a envoyé le satellite sur une mauvaise trajectoire. Et la mise à poste du satellite, qui devait durer 4 mois, a été largement allongée pour corriger la trajectoire. Mais de plus, initialement, on avait un budget initial de 25 ans, donc des marges énormes, hein, 25 ans pour 15 ans de durée de vie. Mais maintenant, on a seulement 17 ans. Au moment du renouvellement, les tests en orbite sont terminés. Tous les rapports montrent que le bus va très bien et qu'il n'y a pas eu d'impact a priori du fait que le satellite soit resté plus longtemps prévu dans les orbites basses. Alors, les orbites basses, il y a ce qu'on appelle les... je ne me souviens plus, mais il y a des zones de radiation qui ont un nom spécifique où il n'est pas bon que le satellite reste puisque les éléments électroniques vont vieillir prématurément. Donc là, on a toutes les redondances disponibles. Donc là, on voit bien que ce qui est embêtant, c'est qu'une bonne partie du carburant du satellite a été utilisé pour maintenir sa trajectoire. Néanmoins, l'opérateur, lui, a assuré son asset. L'opérateur a déterminé que son satellite devait être assuré sur 14 ans. Donc on voit que 17 ans par rapport à 14 ans de durée de vie assurée. Il nous reste encore 3 ans de marge de vie. La mise à poste, c'est un événement unique. Hein. Maintenant, le satellite est à poste. Donc moi, typiquement, pour le satellite B, même si on se rend compte qu'il y a eu 7 ans de durée de vie assurée, hein, ce qui n'est pas grand-chose pour corriger une orbite d'un lanceur, finalement, il n'y a pas de... C'est un événement qui ne va pas se propager dans la vie du satellite. Hein. C'est un événement unique. C'était la faute du lanceur. Le satellite n'a pas été impacté. Donc, paradoxalement, satellite B qui représente un événement plus majeur que le satellite A dans l'exemple, c'est ça que je voulais montrer. Lui, finalement, il peut être souscrit a priori. Alors, bien sûr, mon exemple, encore une fois, est caricatural, mais a priori, le satellite B, il peut être souscrit sans exclusion. Voilà, donc... Excusez-moi, j'étais volubile, donc j'arrive en limite de temps, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on est toujours en évolution.
avec maintenant ce qui tend à remplacer les énormes satellites géostationnaires qui ont l'avantage d'être stables et de couvrir une partie, c'est des constellations, alors, des satellites beaucoup plus petits, mais qui tournent et qui passent le signal à tour de rôle. Donc évidemment SpaceX, Starlink, 12 000 satellites, ils viennent, donc, comme je vous l'ai dit, demander à la NASA de passer éventuellement à 30 000. Même la NASA, pour vous dire, a émis des objections, hein, enfin s'en inquiète un petit peu. En plus, on a OneWeb, ça paraît beaucoup moindre, mais il y aura quand même 1000 satellites. Donc on a une multiplication de ces constellations, donc il y a plein de projets. Pour la pollution de l'espace, il faut espérer que tous n'arriveront pas à maturité, hein, parce que ça va faire quand même du monde là-haut. Et pour l'assurance, paradoxalement, ce que moi je crains le plus, c'est que du coup les intérêts assurables diminuent, parce que par exemple la station Starlink, il en envoie, l'entreprise de SpaceX en envoie 60 à la fois. En général, il n'y en a pas plus de 55 qui marchent, mais ils s'en moquent. La redondance, elle est dans le nombre de satellites. Donc quand la redondance, elle se trouve dans l'asset, il n'y a plus besoin d'assureur. Donc voilà, et ce qu'on va avoir aussi, c'est des projets bien qui ont prouvé leur viabilité. C'est des remorqueurs qui arrivent en fin de vie du satellite, au bout de 15 ans. Si le satellite il a épuisé son carburant, mais que le système de puissance marche très bien, le système de communication marche très bien, mais on peut avoir un opérateur qui est intéressé par avoir un petit module qui vient s'agripper au satellite et qui lui fournit du carburant en plus. Non pas qu'il va injecter du carburant dans le système, hein, ça serait existant, ça serait trop compliqué. Le satellite lui-même vient et lui-même a ses moteurs de contrôle et qui va contrôler le satellite. Et c'est pas de la science-fiction. Hein. Orbital, maintenant Northrop Grumman, a fait voler le MEV-1 en 2019, qui s'est amarré avec succès à Intelsat 1002, et ça fonctionne très bien. Voilà. Et encore une fois, ces missions, elles pourraient entraîner un renouvellement moins fréquent des flottes de satellites. Donc on voit le risque augmente, mais en même temps, un risque d'intérêt assurable un autre risque qui peut être que l'intérêt assurable diminue. Voilà, là on rentre dans une période très intéressante de transition entre 2022 et 2024. On va voir tout un renouvellement de flotte de lanceurs. Donc j'ai pris 2 lanceurs iconiques, Ariane 5 qui va devenir Ariane 6, enfin qui va devenir Ariane 6, c'est un nouveau lanceur hein, qui reprend évidemment la technicité d'Ariane Espace. On a Atlas 5 américain qui va changer en Vulcain Centaure. Alors s'il y en a plusieurs, c'est qu'Atlas 5 a plein de versions différentes, contrairement à l'Ariane 5 qui était relativement standard, mais qui va décliner en 2 versions d'Ariane 6. Voilà, et aussi ce dont on n'est pas habitué, donc j'ai parlé ce qu'on appelle le New Space avec les nouvelles constellations, hein, mais il y a aussi des opérateurs plus petits que SpaceX ou OneWeb qui envoient vraiment des microsatellites qui sont pas plus gros qu'une boîte à chaussures, mais en plus de ça, donc il y a un segment de petits lanceurs qui s'est créé. On a l'Electron de Rocket Lab qui vole depuis 2018. Et il y a plein de projets, Sirius, Venture, Orbital System qui sont français, plein de projets allemands aussi. Et voilà, donc ce changement de ces nouveaux lanceurs et ce changement des lanceurs qui étaient sur le marché depuis, pour certains, 25 ans, hein, eh bien, il va falloir appréhender les nouveaux risques. Évidemment, un premier vol d'un lanceur, c'est pas du tout pareil que le 100e. Voilà, je cite quelques sources. Et puis voilà mes coordonnées. Si vous avez la présentation, que vous voulez me joindre pour en savoir plus, ou enfin là déjà on va passer aux questions. Voilà, bon, j'étais un peu long, mais s'il y a le temps pour les questions. Merci. Voilà, je vous ai... Ah, si, une question. Grand merci pour votre présentation. Vous avez à plusieurs fois mentionné l'appétit au risque dans un marché où, si j'ai bien compris, l'exposition sur un satellite est équivalent au prix manuel du marché.
comment le marché d'assurance, on va dire, peut s'équilibrer. Et en termes d'appétit au risque, comment un groupe comme le vôtre définit son appétit sur le brut et sur ce qu'il conserve. Merci. Ouais. Alors ça, je ne peux pas complètement communiquer par rapport à ça, mais c'est vrai que là, effectivement, on était en marché soft, donc qui est caractérisé par, comme vous dites, un volume de primes qui peut être un volume de primes annuel qui peut être égal à la plus grosse exposition. Bon, le 450 millions d'euros que j'ai donné, hein, c'est quand même très exceptionnel. Hein. En général, les sommes assurées sont 2 fois inférieures à ça. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous, tout simplement, hein, si vous avez un intérêt assurable à 50 millions, mais il va y avoir tous les assureurs trop chers qui ne vont pas être sur le risque, alors qu'à 400 millions, on va avoir besoin d'à peu près tout le monde. Donc, c'est un marché qui est quand même... Je parle de la technicité parce que ça me tient à cœur, c'est ma passion, mais c'est quand même quelque chose qui... C'est un marché qui va être beaucoup influencé par la capacité. Entre un même risque technique, celui qui a 400 millions d'exposition et celui qui en a 40, ils ne vont pas partir au même taux, forcément. Donc nous, en termes d'exposition, on ne fait pas toujours tout simplement le même pourcentage. Hein. On va avoir une ligne qui peut rester fixe. Alors, des fois, si c'est un client, un gros client qui a des grosses sommes assurées, il y a une pression pour satisfaire le client. Donc après, il peut y avoir des jeux de facultatives, etc., des placements en facultative. Et il y a quand même un appétit au risque qui compte. Pour revenir sur l'aspect purement appétit, là, par exemple, plus personne ne fait de risque russe. Ça, c'est géopolitique, hein, suite à la guerre en Ukraine. Mais certains assureurs ont été sortis depuis longtemps des risques russes. Ce qui est problématique pour la diversité du portefeuille, hein, puisqu'il tirait quand même pas mal de Proton et de Soyouz, mais on choisit la volatilité versus la qualité du risque. Donc, évidemment, on gère les pics d'exposition, évidemment, on essaie de diversifier le portefeuille, mais c'est en ça que ça reste très technique. On va pouvoir dire, tant pis, ça on ne prend pas. On a un portefeuille. Évidemment, il faut faire attention de ne pas trop sélectionner le risque. Parce qu'évidemment, on augmente la volatilité. Donc il y a ça. Mais avant tout, c'est la technique. Avant tout, c'est la technique, comment le satellite est construit, technologie occidentale versus technologie chinoise ou russe ou indienne, même s'il faut des très beaux trucs. Hein, mais les résultats de fiabilité sont là. Donc voilà. Mais bon, là, il y a eu un retournement de marché. Ce qui est intéressant, c'est que le marché reste quand même surcapacitaire. Et ce qui fait que les retournements de marché sont pas tellement robustes. Quand il y a un sinistre, les taux réaugmentent. Mais comme la capacité, si la capacité reste là, mais ça, voilà. Je ne sais pas si ça répond après voilà. Il y a des choses que je ne peux pas dire plus en détail, mais ça vous donne un point de vue. Oui, bonjour. J'ai commencé à travailler à la Réunion spatiale en 85. Je vous en veux personnellement, ainsi qu'à l'Institut des Acteurs, de ne pas avoir eu votre présentation à cette époque-là. Une question. Au cas où vous deviez assurer au coup par coup un lanceur, faut-il assurer un lanceur suite à un échec ou suite à un lancement réussi? Ça va dépendre de l'historique du lanceur. Donc, effectivement, j'ai essayé de donner une réponse un peu plus satisfaisante que ça. En général, des retours en vol, je dirais, alors, pour moi, évidemment, il y a une crainte. Un retour en vol d'un lanceur, effectivement, il y a une anomalie. Donc, je parlais des présentations techniques, mais évidemment, il va y avoir une présentation technique sur un échec lanceur aussi. Même si cet échec n'était pas assuré, évidemment, le constructeur et ses clients veulent avoir des taux primes d'assurance
intéressant. Donc, ils ont à cœur de réunir les assureurs, présenter, expliquer l'anomalie et surtout expliquer comment elle a été corrigée et comment elle n'arrivera plus jamais. Tout dépend le vol d'après. Mais en général, un petit lanceur peu connu qui va avoir fait 4 vols et le 5e, c'est un échec, mais le 6e, il va avoir du mal à trouver de la couverture. Je pense. Je ne vois ça que de mon point de vue. Par contre, effectivement, un lanceur comme la Falcon 9 de SpaceX, hein, qui a un taux de tir qui est inégalé dans l'histoire des lanceurs, si jamais aujourd'hui ils avaient un sinistre, on peut imaginer que le vol d'après trouverait de la capacité quand même. Voilà. En fait, ça a changé parce qu'à l'époque, on avait l'ingénieur qui était Pierre Contensoux, qui était un des patrons du CNES. Et lui, sa théorie, c'est qu'il fallait toujours assurer quand il y avait eu un échec et pas un succès, parce qu'il dit, je les connais, ils ont fait politique comme moi. À chaque fois qu'il y a un succès, ils vont essayer d'améliorer le lanceur, d'alléger le truc, etc. Et ça va être la cata. Enfin, c'était sa théorie. Oui, alors, il y a aussi le danger ça a déjà été vu, hein, il y a aussi le danger qu'on se focalise sur l'anomalie et qu'il y ait d'autres paramètres qui n'aient pas été optimales, qui du coup passent sous le radar. Voilà, c'est arrivé pour des lanceurs très fiables, très réputés, où il y a eu deux sinistres très rapprochés avec des causes totalement différentes. Et voilà, mais je vous rassure, hein, pour l'avenir de la LRS, il y a Michel Brafman et toutes ces équipes qui sont tout à fait aussi compétents que moi, si ce n'est plus. Voilà. J'espère que c'était pas trop technique, hein. Ce que je voulais vous montrer, c'est un autre point de vue que la loi des grands nombres, le point de vue, l'approche technologique vraiment du risque. Mais à la fin, bon, c'est une souscription comme une autre, hein. Il y a un appétit, mais qui dépend beaucoup de l'appréciation technologique du risque. Bonjour, moi c'était une question de culture. La largeur, la distance qu'il y a pour l'orbite de travail, c'est quelle hauteur sur les orbites géostationnaires dont vous parliez avant? L'altitude de l'orbite géostationnaire? Oui, non, vous avez dit ils ont différentes orbites de travail, et en fait, je veux juste savoir c'est quoi la largeur, comme une bande de fréquence, enfin c'est quoi la largeur? Alors là, le delta de... Alors, ce qu'il y a, sur une orbite géostationnaire, l'opérateur a intérêt de la maintenir avec une précision très grande, parce que si on est en dessous, le satellite va prendre du retard par rapport à la Terre. Si on est en dessous, il va avancer par rapport à la Terre. Donc, bon, on a des box à 3 km près, je pense, hein. Ça c'est de l'orbitographie, hein. C'est un métier spécifique. J'ai travaillé avec des orbitographes, mais c'est un métier spécifique que je connais pas tellement, mais c'est assez précis, hein. Les box sont assez précises. Et c'est pour ça qu'on fait des manœuvres, hein. Les manœuvres en fait qui avancent ou reculent le satellite sur son orbite, en fait, c'est un peu des niveaux d'énergie comme de la physique quantique. Si on est sur une orbite plus rapide, elle va s'élever, et suivant où on est, elle va tendre à accélérer. Donc mais ce qui se passe, comment c'est fait, c'est ce qu'on appelle du ranging. On envoie un signal pas du tout pour la communication au satellite, et le satellite renvoie du signal. On fait du ranging comme ça, et on récupère l'orbite. Et en fonction de ce qu'on récupère de l'orbite, on prévoit les manœuvres pour remettre à poste. Mais bon, en général, ça dépend de la mission aussi. Si on a une mission qui n'est pas très demandeuse en termes de pointage, on a tout intérêt à laisser le satellite pouvoir drifter un peu ou prendre un peu d'inclinaison et à récupérer du carburant pour augmenter la durée de vie. Mais il y a des missions, notamment avec les High Throughput Satellites, où c'est des spot beams vraiment très dirigés, vraiment très précis, où là, on a des box d'orbite très... On part plutôt en pointage. En fait, si je suis gêné, c'est qu'on part plutôt en pointage. On est à 0,5 degrés près, en fait. Voilà.
C'est surtout au niveau du pointage. Et forcément, le pointage il dépend de l'orbite. Si elle défile, si l'orbite défile, le pointage va tout de suite ne plus être satisfaisant. Mais je crois qu'un box de 3 km dans un cube de 3 km d'arête, c'est l'ordre d'idée pour les satellites modernes. Merci beaucoup.